tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver, je pense que c'est le 41e épisode, ça avance, ça avance. On est au mois d'octobre 2018 et aujourd'hui, comme d'habitude, l'épisode va essentiellement tourner autour du tricot et progressivement, de plus en plus, un petit peu de la couture. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Ravelry, sur Instagram, sous le pseudo Mbion. Voilà, nouvel épisode de podcast mis en ligne. Je devais le tourner la semaine dernière, je n'ai absolument pas eu le courage. D'ailleurs, à ce propos, je fais un petit coucou à Alice Taylor, puisque je suis un petit peu dans le même cas. Alors, avec ma fille qui en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, c'est pas qu'elle est malade, c'est juste qu'elle est mal lunée. Mais peu importe, au final, la problématique est la même. Voilà, elle pleure beaucoup, donc c'est fatigant pour elle, c'est fatigant pour nous. Elle dort pas bien, on dort pas bien. Et voilà, ça entraîne toute une série de mauvaises ondes. Mais bon, tant pis, on sait que c'est une période comme ça et que ça ira mieux. On arrive tout doucement aux vacances de la Toussaint et je pense que du coup, ça va apaiser un petit peu tout le monde. Et elle en particulier, puisqu'elle a vraiment besoin de se reposer. Et un petit bout qui fait qu'elle passe 9 heures par jour à l'école, bon, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, ça c'est la vie de famille qui n'est pas toujours rose. En ce qui concerne la vie spéciale loisir, en ce moment, donc ça va plutôt bien. Le Mojo Tricot est en force puisque j'ai vraiment envie de plein de choses. Il y a plein de patrons qui m'intéressent, des anciens, des nouveaux. Je suis repartie aussi dans une période où les châles sont revenus un peu sur le devant de la scène et j'ai envie de m'en tricoter plein aussi. Et puis, bah, il y a aussi des événements autour du tricot assez chouettes qui ont eu lieu ou vont avoir lieu. Donc moi, étant plus du côté de la région de Lyon maintenant, même si je suis pas à Lyon même, j'essaye un petit peu de voir les événements qui peuvent y avoir à Lyon. Donc moi, pour y accéder, c'est vrai que finalement, en train, c'est assez facile. Donc j'ai 20 minutes, selon les trains que je prends, j'ai que 20 minutes de train. Donc c'est quand même super. Et donc le week-end dernier, donc là on est le 17 et le week-end dernier, le 14, c'était la quatrième édition d'Unitit auquel du coup j'ai participé. Ça m'a permis de rencontrer des nouvelles tricoteuses, des nouvelles podcasteuses. J'ai notamment rencontré Alice du Lapin d'Alice et Sandrine de Make Me Feel, que je n'avais encore, me semble-t-il, jamais rencontré en vrai. On peut se tromper au bout d'un moment. Et puis j'ai revu avec grand plaisir Lise, j'ai revu... qui c'est que j'ai revu Oh là là, je vais en oublier plein. Donc bref, peu importe, tout le monde était très sympathique. C'était super sympa. Et puis il y avait la Féfile qui proposait ses laines, ainsi que l'atelier de la création et d'autres dont j'ai pas forcément retenu le nom, qui étaient plus là aussi pour les professionnels. Donc ça c'est intéressant. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'un petit peu papouiller la laine et bah non, on pouvait pas en acheter puisque c'était pas pour nous, pas pour les particuliers, mais c'était uniquement pour que les revendeurs effectivement choisissent les laines qu'ils voulaient proposer à la vente. Et il y a quand même des marques super canon, quoi. Donc c'était très sympa, on a eu plein de goodies, donc un petit sac, on recevait un petit sac en arrivant, donc avec plein de petites choses, des cartes, des anneaux marqueurs, un mug à l'effigie de Knit It, je l'ai pas, là, j'aurais dû mettre mon thé dedans, mais j'ai pris ma grande tasse, donc je l'ai pas. Et aussi justement cette petite marque de laine, des petits échantillons, en fait tout mignon, tout petit, c'était super sympa. Mais je pense que Lise, elle en parle dans son épisode de podcast aussi. Elle montre à un moment donné les petits échantillons. Donc c'est la même marque de laine. Comme je ne l'ai pas pris avec moi, je ne peux pas vous montrer. Peu importe. Donc voilà, super sympa. Et puis un goûter gigantesque. On a été très gâtés sur les pâtisseries. Donc ça, c'était très bien. Et c'est toujours trop court, évidemment. Donc voilà pour cette quatrième édition d'Unitit. Je pense que je vais pas faire toutes les éditions d'Unitit, déjà parce que le nombre de places est limité et que je pense que c'est sympa quand même de laisser de temps en temps les autres y aller. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, bon ça reste un événement
qui a lieu assez souvent. Donc je pense que si on loupe une édition ou deux, c'est pas forcément grave, mais je pense qu'y aller une fois par an, ça peut être sympa. Donc voilà, donc c'est super. Enfin, après, je dis ça, je sais pas si ça va perdurer dans le temps, mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même plutôt bien parti. Donc voilà pour cet événement qui a eu lieu la semaine dernière, enfin même pas, il y a 3 jours. Et pour les choses à venir, bah, évidemment, tout doucement, on se rapproche du CSF. Donc cette année, j'avais envie de faire un des deux événements, le CSF ou l'Aiguille en Fête. Je ne savais pas lequel des deux choisir. J'aurais plus eu tendance à aller à l'Aiguille en Fête parce que j'ai un excellent souvenir de l'édition d'il y a 2 ans et que pour moi l'Aiguille en Fête va plus toucher mes centres d'intérêt, à savoir vraiment le tricot et bon un peu plus la couture maintenant, hein, puisque ben voilà, ce sont des travaux d'aiguille. Mais d'après ce qu'on m'a dit, ce que j'ai compris, on en a discuté un petit peu, cette année, c'est un petit peu l'année où il faut aller au CSF parce que voilà, il va y avoir quand même des grands noms qui seront présents, notamment Yarn by Simone. euh, et puis voilà, pas mal de choses. Aussi en couture, il va y avoir des choses très intéressantes, etc. Et c'est vrai que bon, on m'a un peu convaincue dans l'idée d'y aller plutôt à l'atelier, je vais y arriver, à l'événement CSF. Donc je crois que je vais confirmer tout ça. J'ai déjà mis une option sur un ticket de train pour y aller le samedi et retrouver un petit peu déjà pas mal de monde là-bas. Et notamment Sandrine de Make Me Feel qui va passer quelques mois à Lyon et qui va partir de Lyon pour aller au CSF le samedi. Donc on s'est un petit peu arrangé pour prendre les mêmes trains. Donc ça c'est super sympa aussi. C'est pas encore confirmé, mais de toute façon, j'ai une option jusque encore 2 jours sur l'option du billet de train, donc je crois que je vais la valider et puis prendre une place pour le salon. Voilà. Donc ça c'était un petit peu les actualités et après pour la suite bah, je vais vous parler évidemment de mes projets finis. Donc je vais d'abord parler du tricot, après je parlerai de la couture, sachant qu'en couture encore une fois c'est pas très intéressant en ce moment ce que je raconte, surtout pour les aguerris, enfin vraiment les pros et les aguerris de la couture, puisque j'en suis vraiment qu'au début, aux accessoires. Voilà, je bidouille encore énormément, mais bon, franchement, je suis très très contente de ce loisir qui se développe tout doucement. J'aurais pu ne pas aimer ça, hein, c'est ce que je vous avais dit au début. Ben, ouais, je me lance dans la couture, mais allez savoir, peut-être que ça sera pas la révélation. Et finalement, si, c'est quand même assez la révélation. Surtout que en allant de nouveau au Knit It, ben, il y avait pas mal de filles qui faisaient aussi de la couture et qui portaient justement leur création. Et quand tu vois défiler des magnifiques blouses fluides en atelier brunette et tout, là tu dis ouais, c'est vraiment super quoi. Donc bon, j'en suis évidemment pas là, j'ai vraiment évidemment pas ce niveau pour l'instant, mais c'est ce vers quoi j'aimerais aller, ce vers quoi je tends. Donc ça m'a motivé énormément en fait de voir défiler toutes ces filles. Pareil, à mon avis au CSF, ça va être évidemment pareil. Donc voilà. Je sais plus pourquoi je parlais de tout ça. Oui, pour vous dire que donc il y aura la partie couture à la fin du podcast, mais pour l'instant on va parler tricot et des projets terminés. Donc les projets terminés, en premier lieu, je vais vous parler donc du châle qui m'a vraiment réconcilié avec les châles et qui est terminé déjà depuis un petit moment parce que je l'ai tricoté très très vite, en une 10-12 jours, c'était tricoté. Voilà, donc c'est le Boho Blush. Alors par contre j'ai perdu la main, hein. Bon, de toute façon, tout le monde le connaît, hein, ce châle, tout le monde l'a vu. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Moins quand il est sorti, j'ai l'impression qu'il a plus de succès maintenant. Et donc, c'est un châle avec des alternances de points mousse et des alternances de motifs. Donc, de temps en temps, c'est de la dentelle et l'autre partie du temps, c'est de la brioche unicolore. Je l'ai tricoté en Madeline Tosh Merino Light. Ce que je vous disais au précédent épisode, c'est que je trouve que c'est vraiment une laine extrêmement adaptée au châle pour son gonflant, pour son moelleux. C'est de la single, donc il y a une certaine douceur autour du cou qu'on ne retrouve pas forcément dans la laine retordue. Moi, je trouve que la laine retordue pour les châles, elle est moins sympa. Alors, c'est très joli, mais elle est moins sympa à porter parce que ça fait moins doudou autour du cou. Je pense que plus de la moitié de mes châles est en laine retordue, donc ça n'empêche absolument pas de faire ces châles en laine retordue. Mais au final, je trouve que la laine single s'y prête quand même un petit peu mieux. Voilà, donc oui, le coloris, donc c'est toujours le fameux Glace Pécan. Je ne l'ai pas fini, il m'en reste quand même une bonne 60aine de grammes, et donc
j'ai décidé, ça je vous montrerai après, de faire encore un châle où cette couleur est présente. Donc ça fera mon troisième châle. Anglais pécan, j'ai mon mascotte avec les insertions de cette couleur. Là, j'ai carrément un châle complètement uni dans cette couleur. Et j'aurai le châle dont je vous parlerai après. Donc c'est un petit peu peut-être exagéré, mais c'est vrai que bon, cette couleur, pour moi, c'est le orange parfait. C'est-à-dire que le orange tel que c'est le vrai orange, j'ai un petit peu du mal, c'est pas du tout une couleur que je porte. Par contre, là, dès que ça tire vers le caramel, voilà, c'est vraiment très sympa. J'ai déjà porté parce qu'il a fait plus frais. Alors, quand est-ce qu'il a fait plus frais? Plutôt vers fin septembre, je pense. Autour du 20 septembre, il a fait plus frais. Notamment dans les bureaux où, quand le chauffage n'est pas encore relancé, bah, il caille vraiment très très fort. Et donc, du coup, je l'ai porté quand même déjà beaucoup. Et là, il va vraiment avec beaucoup de choses parce que, tout simplement, c'est un châle uni. Et c'est là que c'est la révélation, c'est que je me dis, finalement, jusqu'ici, j'ai fait pratiquement que des châles unicolores, voire tricolores. C'est très joli, mais ça implique forcément de devoir vraiment réfléchir à sa tenue au préalable. C'est-à-dire qu'on va pas... Là, par exemple, j'ai un pull rayé. Je peux pas me permettre par-dessus d'aller mettre, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai comme châle un autre châle rayé, déjà, je trouve que c'est too much. Ou même un châle color block, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a trop de mélange de couleurs, hein, mon côté un peu classique. Alors que là, celui-là, typiquement, là, avec le pull que j'ai, marinière, bleu et écru, nickel, quoi. Nickel. Et puis moi, j'aime bien l'enrouler comme ça. Derrière, je fais passer les pans qui pendent derrière. Et hop, ça fait vraiment hyper doudou, quoi. Hyper doudou. Et hop, voilà, c'est parti. Il est bien positionné parce que par rapport au motif, le point mousse est réversible, la brioche est réversible. La dentelle, elle n'est pas exactement la même à l'endroit qu'à l'envers, mais pas choquant, c'est presque réversible aussi. Et donc, on se prend absolument pas la tête à l'enrouler. Voilà, il tombe vraiment nickel, nickel. Et j'ai pas fait les franges parce que pareil, pour moi, les franges, ça allait trop rajouter de la particularité et donc ça allait enlever la simple. Enfin, ça allait rendre le châle moins simple à porter. Voilà, ça c'est très très subjectif. Mais voilà, vraiment vraiment très très gros coup de cœur. Là, je pense que je peux dire que c'est mon châle préféré pour l'instant de tous mes châles. Et donc là, j'ai vraiment prévu de me faire cet hiver. Alors, je les ferai peut-être pas tous cet hiver, mais les prochains châles que je vais faire seront des châles unis. Donc là, justement, je suis un petit peu en recherche de patrons qui pourraient convenir. Alors, ça peut être un patron où à la base, il y a plusieurs couleurs et le transformer en uni. Par exemple, je pensais au brioche Alicious, qui est vraiment très joli. Alors moi, je l'avais fait en 2 couleurs, déjà, de base, alors qu'en fait, on peut le faire en 4 couleurs. Hein. Une couleur principale et puis 3 couleurs différentes pour les 3 insertions de brioche. Donc moi, déjà, à la base, je l'avais simplifié en n'en mettant qu'une, enfin en mettant que 2 couleurs. Et je me dis que même en unicolore, ça peut être sympa. Parce qu'il faut quand même savoir que la brioche, en bicolore, vous allez faire 4 rangs différents, alors qu'en unicolore, vous faites toujours le même rang. Enfin, on fait toujours le même mouvement, le même point, que vous soyez à l'endroit, à l'envers, voilà, vous faites toujours la même chose. Et donc c'est vrai que ça simplifie énormément. Et je pense que le brioche Alicious, si on le fait en uni, c'est un châle qui peut se tricoter extrêmement vite, à mon avis. Donc c'est une idée comme ça dans ma tête d'éventuellement peut-être faire le brioche Alicious en unicolore. Mais je cherche, je ne suis pas pressée, je cherche tout doucement d'éventuellement d'autres châles qui pourraient me convenir. Alors des châles à la base unis ou des châles d'autres couleurs que je ferai en unicolore. Donc d'ailleurs, j'ai de quoi me faire un châle rose, un châle gris, mais il y a quelques speckles dedans, un peu plus foncé et un peu rougeâtre, mais vraiment très joli. Donc ça serait uni sans être complètement uni, mais bon, on se comprend. J'ai de quoi en faire un bleu marine, parce que ça aussi, je trouve que c'est ça me manque dans mon stock, dans ma garde-robe. C'est un châle tout bleu marine qui pourrait aller avec plein de choses aussi. Il me semblait qu'il y en avait encore un autre, je ne sais plus. Si ça me revient, j'en parlerai dans les futurs projets. Thé à la cerise aujourd'hui. Voilà, alors, je pense que j'ai tout dit.
Voilà. Le rabattage que préconise Andrea Mori, donc la créatrice de ce patron, hein, je ne l'ai pas dit mais tout le monde le sait, je n'ai pas redit. C'était super. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est que de loin on m'a demandé bah alors t'as rabattu en I-cord? Non, c'est pas du tout un rabattage en I-cord, c'est tout simplement un rabattage élastique. Nickel quoi. Donc pour ce coup-là, je lui ai fait confiance parce que c'est vrai que parfois les rabattages de châle, je suis pas forcément les patrons parce que bon, c'est pas toujours très très adapté, trop serré, etc. Ou même les bordures. Mais là, Andrea, on peut lui faire confiance aveuglément au niveau de, au niveau de la, au niveau de la bordure, il n'y a pas de souci que ça soit la bordure du côté ou la bordure du bord. Voilà pour ce premier projet terminé. Deuxième projet terminé qui arrive un petit peu à l'improviste, surprise, surprise. Non, je dis ça parce que j'en ai pas du tout parlé en fait et j'ai juste mis une photo sur Instagram. J'ai réalisé des mitaines, voilà, comme tous les ans. Je me tricote au moins une paire de mitaines qui me permet de faire l'hiver. Alors, je dis, ça me permet de faire l'hiver en alternance avec celles qui existent toujours, hein. Donc, l'année dernière, j'avais fait les cuisses, mitts, ouais, un truc comme ça. Donc, c'était les mitaines euh, oula, comment elle s'appelle? Mélanie Berg. Mélanie Berg. En gris, donc voilà, pour aller avec tout. C'était un Stellina en plus. Elles m'ont tenu bien tout l'hiver et je les mettrai encore cet hiver parce qu'elles sont toujours portables. C'est vrai que les mitaines, bon, en général, elles subissent quand même pas mal, hein. Enfin, moi, je ne les ménage absolument pas, donc je les mets tout le temps. Je les mets pour conduire, donc ça frotte sur le volant, avec les sacs, avec les manteaux, c'est des mitaines, avec le téléphone. Donc bref, c'est des mitaines, donc elles sont en contact tout le temps et en frottement tout le temps. Donc là, elles ont bien tenu le coup l'année dernière, donc je vais encore les porter. Celles de l'année d'avant, clairement, j'ai dû les jeter parce que j'avais pas utilisé une laine d'une bonne qualité. Enfin, voilà. Et cette année, du coup, j'ai décidé de m'en refaire. Et j'ai profité du petit cadeau, enfin du petit cadeau, du gros cadeau que j'avais reçu l'année dernière, non, pas du tout, cette année, il y a même un mois, de Barbara Hélène du Scarabée qui m'avait envoyé 3 écheveaux, je vous les avais présentés d'ailleurs. Je vous les avais présentés lors du précédent épisode. Et il y avait parmi ces 3 écheveaux un écheveau très 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 nuancé. Donc avec du nylon, non, c'est pas avec du nylon, c'est 100% mérino, pardon. Mais quand même avec une laine assez très retordue, assez sèche. Et je me trouvais que c'était assez idéal pour faire des mitaines, surtout que le coloris me plaisait bien justement pour ça. Donc le nom du coloris, je ne peux pas vous le dire puisque c'est un coloris non reproductible. Mais en tout cas, voilà les petites mitaines que j'ai faites. Donc c'est alors je vous dis, je lis parce que je n'arrive pas à retenir le nom de ces mitaines, les Woods Edge Mitts de Alicia Plummer. Et tout simplement, en fait, c'était, je me baladais sur Ravelry, c'était dans les Hot Right Now, et elles m'ont tapé dans l'œil avec la jolie torsade qu'il y a devant. Voilà, j'essaie de vous montrer. Et donc vous voyez que c'est une laine donc base grise foncée avec de nouveau beaucoup de nuances vers le marron, vers le caramel et un petit peu le violet aussi, donc c'est assez marrant. Donc en mitaine, je trouve ça bien parce que ça va quand même aller avec les manteaux et tout ça. Donc là, je les passe. Hop, avec mes grosses bagues, ça passe moins. J'ai une bague qui accroche tous mes tricots. Là, il faut que j'arrête de la mettre, mais je l'adore. Alors c'est un peu embêtant. Hop, voilà. Toc. Ouais, là, on voit beaucoup mieux les torsades. Donc très simple, le diagramme se retient assez facilement. Donc on commence par ici, on fait des côtes. Moi je les ai fait un petit peu plus longues que prévu parce que j'aime bien que ça redescende bien sur le bras. Comme ça, quand avec la manche du manteau, on est protégé assez loin sur l'avant-bras du vent et tout ça. Ensuite, on suit un diagramme hein, pour faire le motif. À un moment donné, on sépare, on fait des augmentations pour le pouce, puis on sépare, on continue, et puis on reprend à la fin les mailles ici pour faire les côtes, pour terminer le pouce. Donc souvent, alors j'aime bien aussi l'intérieur parce que c'est pas juste du jersey, c'est une alternance de point mousse et de jersey en verre. Donc je trouve ça sympa aussi. Je sais pas si ça fait la mise au point. Ouais, voilà. Voilà. Donc elles sont très sympas. Alors le problème des mitaines que j'ai toujours moi, c'est les petits trous au niveau du pouce là, malheureusement.
Bon après, il ne tient qu'à moi de faire une mini couture pour le fermer, mais à chaque fois j'ai la flemme et donc à chaque fois j'ai des trous au niveau des pouces. Moi ça me suffit des mitaines comme ça pour avoir assez chaud aux mains. J'aime pas les gants, j'aime pas ni les moufles, j'aime pas ce qui revient sur les doigts, j'aime bien avoir les doigts dégagés. Voilà, pour le téléphone et pour tout un tas de raisons. Alors je sais qu'il existe des moufles qu'on peut clac, ouvrir, fermer, mais pour moi c'est trop de chichi, je préfère les mitaines qui s'ouvrent. Donc normalement c'est un modèle qui se tricote en worsted, donc moi j'ai utilisé de la laine fingering que j'ai tricoté en double, donc normalement ça donne plutôt un niveau DK. Mais comme j'ai des petites mains assez fines, des petits poignets assez fins, j'ai pas de souci de taille, j'ai absolument pas fait d'échantillon. J'ai suivi le patron, j'ai fait la taille, je crois qu'il n'y a qu'une taille d'ailleurs. J'ai fait la taille indiquée, j'ai pas rajouté de maille ni rien du tout. Donc finalement, ça me fait des mitaines DK au lieu de mitaines worsted. Et elles tombent parfaitement bien, comme vous avez pu le constater sur mes mains. Après, on est sur. Déjà, on est sur de la mitaine, on est sur quelque chose qui va sur les mains, donc ça peut s'écarter quand même relativement fort. Voilà, donc c'est moins. Enfin, on n'a pas besoin d'autant de précision que pour un pull ou un gilet. Là, ça va très très bien. Donc je suis très contente de ce petit projet que j'ai fait rapidement, quelques jours. Ça permet d'avoir un projet terminé de façon très rapide et du coup c'est gratifiant. Ça rebooste un petit peu. C'est un peu un projet pause en fait. Et voilà pour les deux projets terminés. Donc finalement j'ai pas beaucoup de projets terminés puisque le châle est fini depuis un moment et puis bah, les mitaines ça va vite, mais j'ai quand même pas mal avancé sur des encours. Donc il y a des encours qui sont aux trois quarts, 80% tricotés. Bon, j'exagère peut-être. 65-70%. C'est pas toujours évident de doser hein, quand il faut noter sur Ravelry. Alors attends, j'en suis à peu près à combien du projet? Donc là, en l'occurrence, c'est bon, voilà, c'est quand même des encours qui ont bien avancé et que c'est des gros encours. Pardon. Donc le premier, je pense que je vais vous parler du pull en fingering. Oui, je vais parler de celui-là que je tricotais justement au Knit It et qui m'a permis d'avoir pas mal de points aussi au niveau de tournoi de Knitich. Donc c'est le pull ambiant, j'arrive pas à le dire, de Eri, qui ressemble un peu à mon pseudo, donc c'est très très rigolo finalement. Et donc voilà à quoi ça ressemble et où j'en suis. Si je vous monte à l'endroit, c'est peut-être plus sympa quand même. Voilà. Donc on est sur un petit pull en fingering top down qui se présente avec un yoke. Voilà. En pointerie brisée si je ne me trompe pas. Donc vous faites des alternances de rang droit et de rang maille en droit, maille en vert. Et ça permet d'avoir un petit rendu presque jacquard, mais vraiment pas tout à fait, puisque l'alternance des mailles en droit, mailles en vert, tous les deux rangs, crée comme ça une espèce euh, de mélange si on utilise une autre couleur en fait. Donc c'est assez sympa. Donc à la base, en fait, ce pull est prévu pour se faire d'une même couleur, mais de rajouter ici un fil mohair pour donner justement un petit effet de contraste. Donc moi, j'avais pas envie de faire comme ça, je préférais utiliser carrément une autre couleur. Donc plutôt que d'avoir la même couleur plus un fil mohair, moi j'ai utilisé une deuxième couleur tout simplement. Et on est donc sur, encore une fois, des laines assez automnales, puisque on a une base de gris, mais avec énormément de nuances vers le caramel, enfin vers le gris clair aussi, mais aussi vers le caramel. Donc là, si je vous mets en plus près, vous allez peut-être mieux voir. C'est très très lumineux aujourd'hui, donc hop, voilà. Voilà, donc c'est quand même un pull très nuancé, donc ça me ressemble moins en ce moment de tricoter ce genre de choses, mais là en l'occurrence, je le trouve quand même vraiment super sympa. Et puis ça me permet d'utiliser des laines dont les restes que j'avais reçus de ma belle-mère. Donc la couleur claire, c'est de la Walk Collection, leur base sock. Oui c'est ça, leur base sock, donc Merino nylon. Qui est très douce, hein, c'est très sympa. Et donc la couleur claire,
je ne sais pas, parce qu'elle n'avait plus l'étiquette et elle me l'a donné, donc il restait à peu près 50 grammes, elle me l'a donné. Je pense que c'était... Alors j'ai essayé de chercher, je pense que c'était quelque chose comme Arctic Fox, quelque chose comme ça. Renard des neiges en anglais, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est un espèce de... Alors j'ai pas la pelote, c'est un espèce de... Pas blanc, mais crème, avec des nuances beige, enfin voilà, on est plus là-dessus. Et celui-ci, donc c'est un gris nuancé caramel et le coloris c'est zen. Voilà, pour être zen. Je vous avais parlé des pelotes à l'épisode précédent en vous disant catastrophe de chez catastrophe, puisque c'était pas les mêmes bains. Donc je les reprends, hein, on est toujours sur le même problème comme vous pouvez le constater. Donc je suis obligée d'alterner de façon carré pour tout le corps, mais au final vous voyez que ça ne fait pas vraiment des rayures parce que la laine elle est tellement nuancée qu'on est plus sur voilà, une laine bariolée, quoi. Enfin, bariolée. Pas du côté, pas par rapport à la couleur, mais par rapport à la nuance, quoi. Comment on dit? Chamarré? Je sais plus. Donc voilà, ça fait pas des rayures. Enfin, oui, non, oui et non. Mais ça fait pas des rayures, clac, clac, clac. Ça fait vraiment un mélange de nuances. Donc moi, je suis plutôt contente. Il est sympa à tricoter. Donc le yoke, il était très sympa. Après, il s'arrête quand même assez vite le yoke. Donc vous voyez qu'en fait, avant de séparer les manches, il y a encore pas mal de jersey à tricoter. Donc j'ai trouvé ça peut-être un petit peu bizarre. J'aurais bien continué, moi, j'aurais bien continué le point de riz brisé. Mais bon, je voulais pas faire d'erreur non plus parce que je pense que le fait de passer en jersey, ça agrandit, ça continue à agrandir le pull. Donc le yoke, naturellement, en passant du point de riz brisé au jersey, euh, continue à augmenter, comme s'il y avait eu des augmentations, mais il n'y en a pas, c'est juste le point qui change. Donc si j'avais continué, je pense que ça aurait été trop serré en fait pour les épaules, pour la carrure. Donc là, on voit bien que ça s'est bien agrandi, que ça tombe bien. Puis bah là, je suis sur la marée de jersey en rond à l'infini. Donc c'est assez long parce que celui-là, je le tricote en 3,5. Hein. D'habitude, moi, je tricote souvent les pulls fingering en 3,65, voire même 4 mm avec ma façon de tricoter hyper serrée. Mais là, j'avais quand même un échantillon plutôt correct en 3,5. Donc je suis restée sur le 3,5. Donc ça me paraît plus long forcément. Alors que je pense que bon, je ne vois pas changer énormément entre le 3,5 et le 3,75. Mais il me paraît quand même assez long. C'est assez laborieux, quoi. Après, c'est du jersey. Donc quand j'ai pas envie de réfléchir, je prends ce projet-là et j'y vais tranquillement. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je fais des modifications? Non. Alors, pas pour l'instant, mais je pense que je vais en faire. Donc, normalement, dans le bas du pull, quand on arrive avant les côtes, il faut refaire un petit peu de pointerie brisée. Je pense pas que je vais le faire parce que ça va resserrer le pull et que moi, je préfère les pulls qui, au contraire, s'évasent. Donc là, là, je ne l'évase pas, il va être droit, mais si je fais le pointerie brisé, il va se resserrer, donc j'ai pas très envie. Par contre, normalement, il y en a au bout des manches, donc ça, par contre, je vais le faire. Et je croise les doigts parce que vous voyez qu'en fait, il me reste ça, et c'est tout. J'ai plus de laine grisenne pour... donc il me reste 20 cm de corps et les deux manches. Donc c'est un peu chaud et d'un autre côté je me dis qu'en fait souvent on est un petit peu, c'est un peu trompeur les pelotes comme ça parce que ça diminue très vite au début et puis après ça prend plus de temps. Et je les ai pesées de toute façon, toujours dans le cadre du knit stitch, je les ai pesées et en fait il me reste quand même encore 60 et 70 grammes à peu près. Donc finalement il me reste plus d'un écheveau, alors il me reste 130 grammes. Donc c'est quand même, et j'en suis là donc... on verra bien. S'il faut, je ferai des manches 3/4, ça ne me dérange absolument pas parce que c'est un pull en fingering et que comme il est bien fin et que je ne le mettrai pas au fin fond de l'hiver, mais plutôt début d'hiver et retour du printemps, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, je suis contente de ce projet, ça change un petit peu. C'est un pull en fingering, donc j'aime bien en faire un de temps en temps pour, voilà, pour avoir quelque chose de fin. Mais c'est vrai que là, je pense un petit peu plus à des choses doudou, gros gilet, etc. Et là, c'est mon deuxième projet qui ressemble un petit peu plus à ça, qui a bien avancé.
mais qui n'est pas terminé. Malheureusement, il me reste quand même les manches. Hop, donc là on voit qu'on n'est pas du tout sur la même épaisseur de laine. Donc c'est un gilet en DK, oui, et qui utilise deux fils, un fil fingering et un fil mohair. Donc là je vous montre, la pelote est presque terminée. Donc voilà, donc là on était sur un mélange en fait de laine claire et de laine foncée. Je ne sais plus si je vous avais présenté au précédent épisode de podcast, j'ai un trou. Je pense que je vous l'avais présenté, non? Je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous en reparle. Donc, c'est donc toujours de la Wall Collection. Alors, en ce moment, c'est un petit peu ça que je déstache. Il n'y a pas forcément de raison. Je fais pas forcément de la pub pour cette marque, mais en ce moment, j'utilise presque toutes mes laines Wall Collection. C'est encore de la qualité SOC et le coloris, c'est volcanique, je pense. Donc, c'est un anthracite. Et je l'utilise tout simplement la Kit Seal de Drops, le gris moyen qu'on connaît toutes, voilà. Et donc on n'est pas du tout sur la même couleur, mais justement le mélange permet d'avoir quelque chose d'un peu chiné comme ça. Et moi je voulais un gilet gris, mais pas trop foncé. Donc en fait j'ai fait exprès de prendre de la mohair plus claire pour pouvoir nuancer, enfin, pour éclaircir l'ensemble en fait. Voilà. Et donc le projet, c'est le gilet, alors qui a un nom aussi un petit peu long, Girlfriend's Hank Cardigan de Hank Strick. Hop, et je vais essayer de vous montrer ça. Hop, voilà. J'en suis là, donc j'en suis en fait à la bordure du bas. Là, j'ai commencé les côtes ici. Donc là, c'est des poches. Hein. Vous vous doutez bien que je n'ai pas laissé des trous en plein milieu de mon tricot. Et là, c'est le haut du gilet qui est en fait une petite construction qui permet d'avoir un petit V au niveau de la nuque dans le dos. Un petit peu comme le gilet de Rory Locatelli qui s'appelle Cloud quelque chose. Il y a Cloud dedans, je sais. Et que Lise a fait en rose. J'arrête pas de parler de Lise, excusez-moi. On sent la fille qui est fan. Hein. Et donc voilà, donc moi j'ai décidé plutôt de faire ce gilet là en premier, bien gros, bien épais, bien doudou, très très agréable. C'est la première fois que je mélange un fil Kit Silk avec un mérino, me semble-t-il, je pense. Et donc je trouve que c'est assez doux dans l'ensemble. C'est vrai que la Kit Silk de Drop, tout le monde ne la supporte pas. Moi ça va, mais il faudrait pas non plus que je sois complètement nue en dessous, quoi. C'est un gilet, donc il y aura forcément quelque chose, une blouse, un t-shirt, donc ça devrait aller. Voilà, donc la construction, c'est la fameuse construction qui est assez répandue en ce moment. Donc on commence par tricoter le dos, après on met les mailles en attente, on relève chaque demi devant, on tricote et on reprend le tout et après on fait le corps. Alors pas en rond ici puisque c'est un gilet, mais c'est en aller-retour. Et là, donc ça se tricote en 4 et c'est quand même de la laine épaisse du fait qu'il ait deux fils, mais je trouve que c'est très très long. Je ne sais pas si c'est le point mousse qui fait ça. Ça faisait un moment que j'avais pas tricoté du point mousse pour un vêtement, plus pour les châles, mais les châles en fait c'est par rang, donc c'est pas par centimètre, ici c'est par centimètre. Et du coup, je trouve ça long. Le corps m'a semblé très très long. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, je faisais... alors il y a beaucoup de mailles, hein, mais je faisais pas plus de 10 rangs par soir en général. C'était hyper long, je sais pas pourquoi. Donc là j'arrive au bout du corps, donc je suis quand même contente. Je me disais que c'était un gilet au point mousse, donc du coup, il n'y aurait pas de maille, il y aurait pas de rang en vert, ça devrait aller vite. Eh ben non, le point mousse est super long à tricoter. Je sais pas pourquoi, mais en vêtements, le point mousse, ça m'a vraiment interpellé la lenteur du process, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la course, donc il n'y a aucun souci, mais ça m'a surprise. Voilà. Bon, je pense que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de mailles aussi. Hein. Alors, ce que j'aime vraiment dans ce gilet, c'est la bordure en faux high cord, parce que c'est pas la technique de l'high cord, c'est une autre technique avec des mailles glissées, etc. Hein, mais en gros, ça ressemble très fort à un high cord. On la retrouve là et on la retrouve en dessous des emmanchures.
Voilà, pour avoir une espèce de fausse couture comme ça sur les côtés. Le problème de ce petit point-là, c'est que entre la technique pour en dessous des embouchures et la technique du bord, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que en fait, vous allez inverser la maille glissée et la maille tricotée de l'embouchure. Bon, il faut avoir le patron pour comprendre, mais c'est pas la même technique, il y a une inversion en fait, ce qui fait que du coup, j'arrête pas de me planter. Donc il y a des moments où je tricote la bordure de la façon dont en fait c'était sous l'emmanchure que c'était tricoté et l'inverse. Et j'arrête pas de devoir reprendre ces points-là. Donc il y a des endroits du coup malheureusement où bah, j'ai pas réussi à reprendre correctement parce que les mailles glissées sur la première maille du bord, après quand il y a un souci c'est pas génial. Et donc je me retrouve parfois avec des... Voilà, là ici par exemple c'est trop lâche. Alors je vais bidouiller, je vais tirer le fil et le répartir un peu le surplus, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est un petit peu pénible en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, je trouve ça pas très très bien pensé pour le coup. Parce qu'on peut facilement s'embrouiller quoi. Bon, c'est pas grave. Après, c'est un peu de ma faute aussi. Hein. J'ai qu'à faire un peu plus attention. Mais c'est vrai que c'est un petit peu perturbant aussi ce changement comme ça. Il faut faire super attention du coup. Voilà, voilà. Donc pareil, j'espère que j'aurai assez de laine, puisque là, bon, j'ai encore un écheveau complet de Cozy, mais oui, pas Cozy, de Faux Sock Wool Collection. Par contre, Kit Seal, j'ai plus qu'une pelote après celle-là. Donc j'espère que pour les manches, ça sera suffisant. Les manches étant en plus assez larges, donc à voir si je ne les réduis pas un petit peu, si je fais pas un petit peu des diminutions pour les affiner, je sais pas, on verra bien. C'est une interrogation que je me pose. On verra. Donc là, je pense que je vais finir complètement le corps de ce petit gilet. Je vais le mettre un peu au dodo et je vais un petit peu avancer mon autre en cours que je vais vous montrer maintenant. Le dernier en cours, le troisième, qui est assez récent, hein, donc il n'y a pas grand chose encore à vous montrer. C'est le début. Et c'est le fameux châle dont je vous parlais tout à l'heure où il va y avoir encore de la glisse pécan. Hop là. Donc, j'ai louché depuis longtemps sur les châles de... Alors, il y en avait un qui a fait Anne-Sophie Saudoudette et un qui a fait Laura, utilisatrice 42. C'est ça? C'est parti de là? Je sais plus. Peut-être quelqu'un d'autre encore qui a fait l'année dernière le châle Vortex Shawl. Donc le Vortex Shawl, c'est un châle un petit peu bizarre où vous allez avoir une forme, un triangle, un losange, enfin plus, ouais, une espèce de losange très, très évasé, avec au centre un color block comme ça au centre, et puis de la brioche de chaque côté. Bon, vous devez le connaître, hein, je pense, quand même pas mal de gens, sinon allez voir Vortex Shawl. Parce que là j'ai pas de photo, mais bon c'est pas grave. Et donc j'ai quand même bien aimé. Ah oui, si, je sais qu'il a fait d'autres. C'est excusez-moi, c'est Tricolouloute, Héloïse, ça y est. Et c'est des châles donc que j'ai pu voir en vrai, notamment celui d'Héloïse quand elle est venue chez moi l'année dernière. J'ai un peu louché dessus parce que c'est un châle très bizarre, mais en fait porté, il est vraiment super joli. Ça donne vraiment très bien, même s'il y a cette espèce de carré au milieu color block. Une fois qu'il est enroulé, il est vraiment très très joli. Et donc ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, puis j'ai fini par acheter le patron, je ne l'ai pas fait tout de suite, puis là j'ai vraiment décidé de le commencer. Et donc voilà où j'en suis. Donc c'est le début, donc c'est brioche, brioche, brioche. Hein. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on commence d'abord par la brioche unicolore, donc là, retour de la glace pécan. Et ensuite, on insère une deuxième, puis une troisième couleur. D'accord? Et puis après, c'est que de la brioche bicolore pendant un petit moment jusqu'à arriver au fameux carré de point mousse à tricoter. Voilà. Donc je trouve ça super sympa, c'est très très agréable à tricoter. J'avais un peu peur de reprendre de la brioche bicolore parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas tricoté.
Donc c'est pour ça que je vous disais que j'étais contente avec mon Boho Blush d'avoir refait de la brioche, mais unicolore parce qu'elle est plus facile et que ça permet de se remettre dans le bain. Et là c'est pareil, on recommence avec de la unicolore, donc voilà, les diminutions, les augmentations, faut se remettre pareil un petit peu dans le bain. Puis une fois qu'on a repigé comment c'était, c'est reparti. Voilà. Et hop, j'ai quand même fait le rose gold hein, l'année dernière où c'était des augmentations dans tous les sens, des diminutions dans tous les sens. Donc j'étais quand même rodée à ce moment-là. Donc c'est revenu assez vite pour le vortex. Et après on repasse en bicolore. Donc j'ai vite re-regardé les vidéos pour être sûre de ne pas me tromper pour le sens du jeté. Et puis voilà, c'est reparti nickel quoi. Voilà. Et donc c'est assez sympa l'endroit, l'envers. Je pense que je préfère ce côté-là. Et donc les deux autres couleurs que j'utilise à part la glace pécan, c'est, je vous le donne en ville, de la Walk Collection, encore. Mais cette fois-ci c'est la Cozy Merino, donc c'est la base single. Et le coloris c'est Silex. Le coloris Silex où on retrouve encore du gris, encore du beige et encore du caramel. Comme ça, voilà. Mais du coup ça va super bien. Et alors, du coup, j'utilise aussi à côté, et ça c'était la fameuse laine dont je vous ai parlé l'épisode précédent, il fallait que je en fasse un châle, c'était sûr. C'est la très jolie laine du scarabée avec du cachemire soie. Alors, je vous redis la répartition parce que je ne sais plus exactement. C'était 65% cachemire, ouais, donc il y a encore plus de cachemire, et 35% soie. Voilà. Et on est sur la base noctunelle, le coloris c'est bois flotté. Donc c'est un beige hein, en gros. Voilà. Et donc comme ça, elle va être présente sur beaucoup de longueur sur le châle. Et comme c'est de la brioche en plus, le côté moelleux va être particulièrement présent. Et donc, je trouvais que c'était bien de l'insérer dans ce châle tout simplement. Alors déjà parce que les trois couleurs vont très bien ensemble à mes yeux. Et ensuite parce que je vais avoir du coup le cachemire directement sur le cou. Et là, c'est génial parce qu'elle est vraiment très douce. Donc là, avec 65% de cachemire, c'est déjà super chouette. Alors je me demande, les filles qui ont déjà touché du 100% cachemire et qui ont porté du 100% cachemire, ce que ça donne. Mais voilà, ce nouvel en cours, que je pense que là j'ai envie d'avancer un petit peu dessus. Donc je termine le corps de mon gilet, je le mets un peu en pause pour faire les poches et les manches plus tard. Et je tricoterai ça un peu plus de façon soutenue. Et puis il restera mon pull en single qui avancera à son rythme. Je me mets pas plus que ça à la pression. Si je le porte pas cette année et qu'au printemps, c'est pas très grave. Voilà. Donc voilà pour les encours. Futur projet. Futur projet, j'ai une liste longue comme le bras de tricots mohair à faire. Donc les fameux pulls secrets, les pulls imagine, le pull sur un nuage que j'ai dit que je ne ferais pas, mais finalement je vais le faire. Donc tout ça c'est en tout neat list que je ferai donc quand j'aurai avancé dans les autres projets, qu'il y aura des encours qui se terminent progressivement, je commencerai tous ces projets-là. J'ai la laine pour. J'ai juste racheté le mohair dont j'avais besoin pour compléter la laine fingering que j'avais déjà. Donc ça c'est nickel. Donc normalement le pull secret il sera en rose, le pull sur un nuage il sera en bleu marine et le pull imagine il sera aussi en gris plutôt foncé. Voilà pour les futurs projets que je peux vous dire comme ça un peu en l'air. Il y a aussi le Black Barlow qui m'attend depuis l'hiver dernier, qui est au dodo, qui doit être à 20 cm en dessous des manches. Donc ce serait bien que je le reprenne aussi, parce que c'est aussi un gilet mohair. Et puis une tout noir, donc hyper basique et hyper intéressant à avoir dans sa garde-robe aussi. Donc il faudrait que je le termine. Donc en gros mes projets pour novembre, décembre, janvier, c'est un petit peu tout ça je pense. Et peut-être quelques châles qui viendront s'insérer. Voilà. Et au niveau des achats de laine, par rapport aux Knit-It, et comme j'ai revu Cécile de la Féfile, je lui ai évidemment repris quelques laines. Donc je lui ai je lui ai pris, c'est des couleurs que je n'avais pas encore. Donc je lui ai pris 2 écheveaux de bleu marine. C'est son coloris obscuro. Voilà, bleu marine quoi, rien de bien foufou. Mais moi j'adore.
pour me faire justement le fameux châle bleu marine. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, là c'est de la laine retordue. Donc je vais faire un châle en laine retordue. Je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas encore quand, mais c'est prévu comme ça. Et depuis le temps que ça me tentait, je lui ai aussi pris un gradient. Et alors ce qui est super chouette, c'est que maintenant elle fait des... Alors ça fait peut-être longtemps, je sais pas. Elle fait des gradients 200 grammes. Donc comme ça, plutôt que d'avoir 2 fois 100 grammes et puis du coup d'avoir quelque chose qui se succède sur 100 grammes, vous pouvez avoir quelque chose qui se succède sur 200 grammes. Donc ça peut, pareil, vous faire un châle en dégradé, mais très progressif. Puisque là vous avez sur 100 grammes d'abord le clair et sur le deuxième 100 grammes ça commence à se foncer quoi. Donc moi j'ai pris celui-là parce que je le trouve top top aussi. Donc toujours très très basique, hein. C'est pas des couleurs faux folles, hein, mais on est sur un beige qui va progressivement vers le foncé, vers le marron. Alors je vous dis le nom du coloris, c'est Vénus de Milo. Et il y a 850 mètres même, c'est 850 mètres qui est en tout. 2 x 425 mètres avec 75% mérino, 25% nylon. C'est très doux, c'est très agréable et je trouve la couleur canon. Donc pareil, là ça sera un châle. Alors ça fait partie pour moi d'un châle uni, même si ça ne laissera pas totalement, mais on est sur un changement progressif de couleur dans les mêmes tons. Donc ça reste hyper, je pense, hyper facile à porter, quoi. Donc voilà, je suis assez contente de ce petit gradient, de ce gros gradient. Je pense que j'ai tout dit concernant le tricot. Oui, ça devrait être bon. Là, je suis à presque 50 minutes. C'est pas mal. Bon, la couture, ça sera plus rapide, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai décidé d'abord de faire des accessoires. Donc, je suis partie du bouquin Les lubies de Louise, qui pour moi est très très pédagogue dans la couture. Louise, elle explique super bien. Dans son bouquin, c'est clair et limpide. Alors que j'ai 2 autres bouquins et honnêtement, je comprends rien parce qu'on est tout de suite dans les termes techniques. Et pour l'instant, c'est pas du tout abordable pour moi. Ça le sera plus tard, mais pour l'instant, je comprends pas. C'est pas que je comprends pas, mais la façon dont les choses se succèdent, c'est pas, pour moi, c'est pas très très clair. Par contre, le livre Les lubies de Louise, par contre, il est super chouette. Donc j'ai un petit peu fait les leçons qu'elle recommande. Alors je regarde ce que j'ai fait. Alors j'ai fait des choses toutes bêtes, hein, mais c'est comme ça qu'on avance. Donc j'ai fait un pochon, par exemple. Voilà. Pour apprendre à faire une coulisse. Voilà, nickel. J'ai fait une trousse pour apprendre à poser une fermeture éclair. Voilà. Je me suis plantée, hein, complet, hein, mais j'ai réussi à la finir, cette trousse. Alors, vous voyez, hein, en quoi je suis débutante, c'est qu'il y a des choses qui sont pas claires pour moi. Donc, par exemple, là, je me suis quand même bien plantée sur le coin, là, de la fermeture. Enfin bref, elle n'est pas du tout en face, en fait. Et c'est là qu'on voit que j'ai pas le réflexe de positionner les épingles, de machin au bon endroit et tout ça. C'est pas grave, hein, là, c'est une petite trousse, je vais la donner à ma fille, elle va être ravie. C'est pas forcément pour moi, c'était surtout pour tester la pose de la fermeture éclair. Voilà. Et par contre, j'aime bien le petit tissu toucan, tout mimi. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait le tour de cou de cet hiver pour Charline. Je sais plus si je vous l'ai montré la dernière fois. J'avoue que je ne sais plus ce que j'avais fait la dernière fois. Je pense que je vous l'avais montré. Donc ça c'est chouette parce que du coup j'ai utilisé de la polaire et donc pareil j'ai appris quand même à coudre des épaisseurs un peu plus importantes. En plus je me suis plantée comme une imbécile quand j'ai coupé les pièces, j'ai coupé trop petit dans la polaire et donc du coup j'ai dû rattraper en faisant une couture au milieu quoi. Et là c'est là que tu te rends compte qu'en fait en couture il y a moyen de rattraper des choses et que c'est assez discret donc ça c'est chouette. Hop, petit tour de cou, donc ça m'a permis aussi de tester les boutonnières. Donc les boutonnières ça a été pour 2, il y en a une qui est un peu ratée, mais c'est ma faute. Je pense que j'avais... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bidouillé un truc avec l'aiguille qui n'était pas correct. Bon, c'est pas très 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 grave.
J'ai fait aussi ce petit tote bag. Enfin, ce tote bag, il est grand en fait. Le tote bag, donc doublé s'il vous plaît. Avec une poche s'il vous plaît. Quand même quoi. D'accord? La fille super fière quoi. Et puis les petites... comment ça s'appelle? Lanières. Alors quand je l'ai tricoté, quand je l'ai cousu, je me suis plantée, je les ai mis à l'intérieur. Hein. Typique. Donc j'ai dû tout découdre pour ressortir, pour les ressortir et les recoudre dans le bon sens. C'est ce qui est vraiment très difficile en couture quand on n'a pas l'habitude, c'est qu'il faut tout penser à l'envers. Alors là, c'est galère. Quoi. Donc j'ai fait ça aussi et j'en suis assez contente. Hop. C'est pas parfait, mais en même temps, quand je vois parfois des petits vendeurs comme ça, alors soit dans les marchés, soit dans les petites boutiques touristiques, justement, dans les petits villages comme ça, en pierre, qu'on peut retrouver par ici, parfois il y a ça, hein, il y a des choses faites maison en vente. Et du coup, je regarde maintenant un petit peu plus et je me rends bien compte qu'en fait, bah ouais, ça c'est pas droit, etc. C'est pas parfait non plus, quoi. Et c'est un petit côté fragile et un petit côté, justement, c'est pas parfait, donc c'est sympa. Voilà, ça mélange un peu les deux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et après, je me suis attaquée à toute une série de coussins. Donc, j'ai d'abord fait ceux-là. Alors, j'adore le tissu. Les petits moutons. Ils sont super mimi. Parce qu'il y a des moutons blancs et des moutons noirs. J'adore. Donc, c'est pour aller avec mon canapé, hein, tout simplement. Avant, j'avais des vieux coussins moches du supermarché. Maintenant, j'ai ça, donc c'est sympa. J'ai fait la technique du... Comment on appelle ça? De l'oreiller, en fait. Donc, excusez-moi, j'ai été interrompue par le facteur. C'est pas un colis, malheureusement, c'est un recommandé, pas pour moi, pour mon mari. Donc, de toute façon, pas du tout intéressant. Donc, je reprends par rapport à mon petit coussin que j'ai donc fait tout simplement une espèce de thé d'oreiller, en fait. Donc, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Donc, tout simplement, le fameux rectangle que vous repliez une fois pour avoir la taille du coussin et un petit bout que vous repliez à l'intérieur. Donc du coup c'est pas très très heureux je trouve malheureusement parce qu'en fait on voit, alors il suffit de positionner le coussin, c'est des coussins décoratifs donc c'est pas des coussins que je vais beaucoup manipuler, mais du coup on voit quand même en fait finalement le début de la couture ici qui est un peu moche. Donc si c'était à refaire je ferais pas comme ça et au contraire je ferais comme des coussins suivants que j'ai fait, parce que j'ai quand même fait pas mal de coussins dernièrement. J'ai fait des coussins comme ça. Donc ça en fait, ce que vous voyez là comme tissu, c'est le tour de lit de ma fille qu'elle avait quand elle était bébé, qui est un tour de lit Moulin Rôti, qui est une marque juste magnifique pour les bébés. Et donc du coup, bon, tour de lit, typiquement elle en a plus besoin. Mais je l'avais gardé parce que je trouvais vraiment sympa et je réfléchissais à est-ce que je peux pas l'accrocher dans sa chambre pour que ça décore et tout ça. Puis au final, quand je me suis mis à coudre, je me suis dit, bah, en fait, je vais le transformer tout simplement en coussin. Comme ça, elle pourra continuer à les utiliser dans son lit, etc. Donc nickel, donc c'est ce que j'ai fait. Et là, par contre, du coup, j'ai fait une autre technique puisque j'ai fait en fait aussi en mode un petit peu housse. Et je veux dire, il n'y a pas de fermeture éclair, c'est ouvert, mais c'est beaucoup plus propre puisque on est sur un rabat deux fois en fait. Donc plutôt que d'avoir le truc qui revient comme ça, qui se rabat juste un petit peu ici, il y a deux choses qui reviennent comme ça, qui se superposent et c'est beaucoup plus propre parce que du coup on ne voit pas du tout l'intérieur puisque c'est cousu ici de façon à bien plaquer la housse en fait, tout simplement. Donc je trouve que c'est beaucoup plus propre comme ça. Donc si c'était à refaire, les moutons, je les aurais fait comme ça. Mais bon, maintenant c'est trop tard. J'ai encore un peu de tissu, mais bon. Je pense qu'il faut juste se dire, c'était les premières fois. Donc voilà, il faut accepter aussi que les toutes premières cousettes ressemblent à ce qu'elles ressemblent. Et puis c'est tout. Je vais pas tout refaire à chaque fois. Je ferai mieux pour les prochains. Un jour, plus tard, dans un an, 2 ans, quand je vous aurai envie de refaire des coussins, eh ben ceux-là, ils seront nickel. Là, c'était les premiers, ils sont comme ils sont. Déjà, celui-là, je suis déjà beaucoup plus contente. Donc celui-là, il est super top. Et alors, le méga top du méga top coussin, puisque à chaque fois, j'upgrade, hein, c'est celui-là. Parce que là, j'ai mis un passepoil, la fille folle, quoi. Qui fait ses premiers coussins avec un passepoil, on y va. Donc pareil, de nouveau, la technique de ce que je viens de vous dire, là, où il y a deux pans, tac, tac, qui se superposent.
C'est du lin, donc ça se froisse, hein, hop. Et devant, c'est un tissu popeline que j'ai trouvé sur tissu.net. Oui, c'est un site en Allemagne, je pense. Et j'avais pas remarqué que c'était en Allemagne, c'est en faisant la commande et en voyant qu'elle arrivait pas très vite, que j'ai été voir et que j'ai vu qu'en fait c'était un truc international et que ça venait d'Allemagne. Mais bon, peu importe, c'est pas très loin l'Allemagne. Mais voilà, ils font des chouettes tissus pas très chers, notamment cette petite popeline très sympa, je trouve. Voilà, et du coup le passepoil. Donc là, il y avait un tuto dans le livre Les Lubies de Louise que j'ai suivi à la lettre. Et voilà. Et bon, pareil, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est quand même pas trop mal posé pour une première fois, quoi. Je suis quand même assez contente, même les coins sont quand même très propres. Donc c'est super. Je vais en faire un deuxième. J'ai un tissu similaire. En fait, c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas le même motif. Puisque là, on est quand même sur les coussins pour mon salon, donc j'essaye quand même de faire quelque chose de super propre, de bien, de joli, quoi. C'est pour ça que là, j'ai consacré un peu plus de temps. Mais typiquement, là, pour faire le coussin, là, j'ai mis entre 2 et 3 heures, quoi. Vaut mieux prendre son temps au début. Et d'ailleurs, pour faire cette couture-là, ici, juste celle-ci, l'ourlet, en fait, c'est la première fois que j'utilisais la vitesse maximum de ma machine. Sinon, à chaque fois, je suis entre la vitesse minimum et la vitesse moyenne, parce que sinon, wow, ça me... je perds mes moyens, quoi. Donc là, par contre, comme ça y est, les ourlets, ça devient facile pour moi, bah ça y est, quoi, Zut, hop, ça y est, c'est cousu. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le coup, ça peut aller vite quand tu es à l'aise, parce que, en fait, la machine, elle va très très vite. Donc voilà, je pense que j'ai montré tout ce que j'avais fait. Oui. Bon, après, j'ai fait des toutes petites choses. Donc, par exemple, un mini coussin pour piquer mes aiguilles. Bon, ça, je l'ai pas pris, je vous le montrerai pas là comme ça. Mais donc, voyez, voilà, j'avance un petit peu dans dans tous ces petits accessoires pour progressivement aller vers les vêtements. Donc là, mes prochains projets justement en couture. Donc, j'ai prévu, je vais prendre des tissus parce que je n'ai pas pris. Oups, 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 oups. J'ai un petit panier. Donc je vais faire une jupe plissée, donc pareil, c'est le côté aussi un petit peu apprentissage, comment on fait pour plisser un tissu. Donc je vais faire une jupe plissée pour ma fille dans cette espèce de velours. Je pense que c'est du velours. Je connais pas encore bien les tissus. Pareil, selon le tuto de Les Lubies de Louise. Peut-être que je dise juste Louise en fait, ça sera peut-être mieux. Et en fait, c'est le tissu qu'elle conseille, donc je me suis pas pris la tête, j'ai regardé ce qu'elle conseillait et j'ai pris la même chose. Donc du coup, il n'y avait pas beaucoup de choix, donc je me retrouve avec ce tissu bleu marine avec des petits oiseaux, mais c'est sympa. Je vais aussi... Alors bah tiens, je vais vous montrer le tissu du prochain coussin, c'était un comme ça. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs que mes petites fleurs, c'est juste que là, c'est des petits traits. Et je vais aussi... Alors là où je suis super douée, c'est que en fait, j'ai pas pris tout ce qu'il fallait. Hop là. Cette fin de podcast est un petit peu n'importe quoi. Je vais aussi progressivement, mais très progressivement, attaquer des projets pour moi. Donc j'ai acheté 2 patrons de chez Direndo. J'ai acheté la robe, donc normalement c'est niveau 1, donc je pense que pour les débutants ça va le faire, la robe Arum. Alors j'ai pris les pochettes, hein, parce que moi les PDF à assembler, ça ne me dit absolument pas pour l'instant. Donc j'ai pris la robe Arum, qui est normalement pas très difficile à faire. Voilà, voilà. Et j'ai pris un tissu tout simple, conseillé aussi. Et ouais, je crois que j'ai pris un batiste. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai pris un batiste de coton. Et j'ai pris tout simple un couleur unie. J'ai pris un espèce de bordeaux. Mais quand je l'ai reçu, je trouve qu'il tirait un petit peu fort sur le rose. Mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Alors par contre, quand j'ai reçu la pochette, elle était déjà ouverte.
pas un grave en soi, mais ça m'a surpris. J'ai acheté chez Rascol, en soi disant passant. Et j'ai pris aussi la jupe brume, donc ça c'est déjà un niveau un petit peu plus élevé, donc je ne vais pas la faire tout de suite. Mais quitte à faire une commande, et je sais que cette jupe me plaît, donc je l'ai prise aussi, comme ça, hop, c'est bon, elle est elle sera dans ma bibliothèque de patron. Comme ça j'ai déjà pris. Par contre, avant de faire cette jupe, et je pense que je vais d'abord faire la robe, et en second lieu, je vais faire un plantain, parce que j'ai vraiment envie d'essayer de faire un plantain. Pareil, c'est conseillé pour les débutants chez Direndo. Par contre, il existe, donc c'est gratuit, mais il n'existe qu'en PDF, donc il faut que je me prenne le courage de l'imprimer, de l'assembler, de le découper. Voilà. Et j'ai acheté ce jersey là pour le faire. Mon Dieu, du jersey! Non, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me parler pour me dire, non mais attends, faut arrêter de diaboliser le jersey. Déjà, si tu prends un jersey de coton, voilà, ça va aller. Et puis, voilà, si tu prends ton temps, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. De toute façon, c'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on progresse, hein. En tricot, c'est pareil, hein. De temps en temps, il faut se bouger un peu les fesses. Il faut faire un peu de jacquard, il faut faire un peu de brioche, enfin aller au-delà de l'écharpe au point mousse, parce que sinon tu feras que des écharpes au point mousse. Donc voilà. Donc j'ai acheté un jersey pour me faire une ou un plantain, peu importe. Et donc je le trouvais super sympa. Donc j'ai pas acheté un jersey super cher, hein. J'ai cherché un peu les promos, j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait. Hop, et donc celui-là que je trouve vraiment sympa. Donc c'est un gris avec des petits motifs en forme de triangle. Il y a du bordeaux, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a même du vert. Ça par contre j'avais pas vu qu'il y avait du vert, ça me plaît un peu moins, mais c'est pas très grave. Mais voilà. Et par contre, je pense que j'ai pris beaucoup trop de métrage. Après, si j'ai des restes, pour ma fille, ça peut faire aussi un chouette t-shirt quand j'aurai l'habitude aussi de le faire. Voilà, voilà. Voilà un peu où j'en suis au niveau de la couture. On est donc sur quelque chose de très très progressif. On prend son temps, on fait des petits accessoires, on apprend à poser une fermeture, on apprend à faire des boutons, on apprend ceci, on apprend cela. Mais voilà, là, j'ai commencé il y a 2 mois, je pense. On est mi-octobre. Ouais, j'ai commencé fin août à coudre. Donc déjà, la machine, je suis beaucoup plus à l'aise. Elle me fait moins peur, alors qu'avant, elle me faisait peur dans le sens, oh là là, il faut maîtriser une machine. Là, déjà, ça va mieux. Changer le pied de biche, tac tac, c'est fait. Enfin voilà, alors qu'avant, pareil, oh là là, il faut changer le pied de biche, comment je vais faire? Non, ça y est, ça commence à rouler. Euh, ce qui me pose encore le plus de problèmes pour l'instant, c'est reconnaître les tissus et reconnaître quel tissu va aller avec quel modèle. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on achète un patron, ils le disent, hein, tout simplement, ben voilà, vous devez utiliser telle ou telle chose. Donc là, tissu conseillé, jersey de point moyen avec une bonne tenue, au moins 40% d'élasticité. Je veux dire, ça ne peut pas faire plus clair, quoi. Donc à partir de là, faut pas tenter le diable et tout simplement utiliser le tissu conseillé, ce qui me semble, c'est mon côté carré, hein, ce qui me semble tout à fait logique. Mais quand je suis en magasin, par contre, il n'y a pas forcément une étiquette très claire, ou alors ça ne parle que de la composition. Donc par exemple, 90% coton, 10% polyester, par exemple, ou élastane, enfin voilà. Ouais, d'accord, mais du coup, c'est quoi? C'est du coton, mais c'est de la popeline, c'est de la batiste, c'est encore plus épais. Ouais, après, on peut regarder le grammage, vous allez me dire, mais enfin, je suis encore extrêmement perdue là-dedans, donc je pense que ça va venir progressivement. Au début aussi, un DK, fingering, Aran, j'étais paumée, hein, donc c'est un peu le même genre, hein, finalement. Mais ce que j'aimerais bien, c'est trouver un outil, un espèce de tableau qui reprend tout ça, les grammages, les noms des tissus pour s'y retrouver. Ça serait super sympa. Et comment le coudre? Avec quelle aiguille? Ça serait top, ça. Je ne sais pas si vous avez des plans, mais je suis partante pour avoir ce type d'informations. Voilà. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Donc, la fin du podcast était complètement anarchique, mais c'est ça aussi. Le plaisir de tourner un podcast, c'est parfois se laisser un petit peu de spontanéité et partir en live. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vais en rester là. Je continue dans mes petits projets. Donc là, je vais aller un petit peu tricoter le temps que tout ça, ça charge sur le logiciel.
Je vais aller tricoter un petit peu mon vortex, me reposer avant d'aller chercher ma fille à midi et de repartir pour une après-midi de chouignage intensif. Non, je rigole, je vous croise les doigts. Non, en fait, cet après-midi, pour la petite histoire, je vais voir une Instagrammeuse qui habite juste au-dessus de chez moi. Alors, quand je dis au-dessus, c'est parce que moi, j'habite en bas de la montagne et elle, elle habite le village au-dessus. Qui m'a proposé de passer l'après-midi chez elle pour parler tricot et couture. C'est super top. On rencontre des gens. J'adore Instagram. C'est super. Bref, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un bel automne. De toute façon, on se retrouve au mois de novembre pour le prochain épisode. Salut!